Bonjour et bienvenue dans cette capsule de Biocarré qui remplacera le cours du 16 mars 2020. Nous sommes donc dans le premier chapitre du pôle numéro 3 et nous entamons aujourd'hui l'activité numéro 4. Dans cette activité numéro 4, nous allons étudier deux mécanismes qui permettent de produire des gamètes différents et variés. Le premier mécanisme, c'est le brassage interchromosomique. Le brassage interchromosomique, c'est le phénomène qui correspond à une répartition aléatoire des chromosomes pendant la métaphase de la méiose. Nous allons d'abord étudier un exemple simple. Considérons deux souris qui ont eu un enfant. La souris maternelle va donner à cet enfant son chromosome rouge portant un gène grand C qui code pour un pelage marron et un gène grand E qui code pour des yeux noirs. La souris paternelle, elle, possède le gène codant pour un pelage blanc petit c et des yeux roses petit e. Dans notre souris, nous avons donc une paire de chromosomes homologues. Ces deux chromosomes homologues s'associent, on dit qu'ils s'apparient 2 à 2. Mais à l'issue de la méiose, il va y avoir 4 gamètes produits. On remarque que 2 de ces gamètes seront identiques au chromosome maternel et 2 de ces gamètes seront identiques au chromosome paternel. On parle donc de versions différentes de ces gènes, une version grand C codant pour un pelage marron ou une version petit c codant pour un pelage blanc, et puis pour ce qui est de la couleur des yeux, la version grand E pour des yeux noirs et la version petit e pour des yeux roses. C'est ce que l'on appelle des allèles. On remarque également sur ce schéma que les différents gènes, les différentes versions de ces gènes sont localisés en même endroit sur les chromosomes. Cet endroit bien particulier, on l'appelle le locus d'un gène. Donc, vous pourrez, grâce aux informations que je vous ai données, répondre aux questions 47 et suivants, puisque l'on vous demande d'identifier le nombre de gamètes différents qui pourront être produits par la méiose dans cette cellule, et de réfléchir dans un cas plus complexe, si l'on avait par exemple 2 paires de homologues. C'est ce que j'illustre avec ce schéma. On a donc une première paire de chromosomes homologues dans les tons bleus et une deuxième paire de chromosomes homologues dans les tons orange. Si l'on réalise les 2 étapes de division de méiose, on obtient 4 gamètes. 4 gamètes qui, vous le remarquez, sont toutes différents. On a un gamète avec un grand chromosome bleu clair, un petit chromosome orange clair. Un autre gamète avec un grand chromosome bleu clair, mais un petit chromosome orange foncé. Et puis ensuite, grand chromosome bleu foncé, petit chromosome orange clair, grand chromosome bleu foncé, petit chromosome orange foncé. Donc, dans la configuration où on a une cellule avec 2 paires de chromosomes homologues, on remarque qu'on a 2 à la puissance 2 possibilités de faire des gamètes différents, ce qui nous donne 4 possibilités de faire des gamètes différents. Cela nous permet donc de réfléchir à ce qui se passerait dans une cellule humaine où l'on a 23 paires de chromosomes différents. Je vous laisse réfléchir à ce calcul et répondre à la question. Le crossing over, Ensuite, dans cette deuxième partie de enjambement, l'activité, est nous un allons échange nous de fragments de intéresser au deuxième chromosomes. type de brassage. Il a lieu lors de la première division de la méiose, C'est le brassage la prophase intrachromosomique. 1. Lui Les a lieu chromosomes comme semblables chromosomique s'assemblent entre par les paires. chromosomes au sein des chromosomes. Ils échangent alors des brins de Mais, chromatide. puisqu'une On vidéo obtient vaut des mieux qu'un long chromosomes discours, je vous laisse recombinés. avec cette courte vidéo YouTube. Le crossing over, enjambement, est un échange de fragments de chromosomes. Il a lieu lors de la première division de la méiose, la prophase 1. Les chromosomes semblables s'assemblent par paires. Ils échangent alors des brins de chromatide. On obtient des chromosomes recombinés. Donc, je vous invite à retenir ces mots de vocabulaire qui sont très importants. Le premier mot de vocabulaire à connaître, et qui est écrit sur cette diapositive, c'est le terme de chiasma. C'est l'endroit où a eu lieu l'enjambement des chromosomes. Donc, cette zone-là est particulière, c'est là où il y a eu la cassure des chromosomes. Ensuite, je vous invite également à retenir le terme de chromosome ou de chromatide recombiné, c'est-à-dire le morceau d'un chromosome qui appartenait par exemple au chromosome paternel et qui va se retrouver sur le chromosome maternel. Un petit schéma pour illustrer comment ça se passe concrètement. Et je vous invite à être très attentif à mes explications puisque vous devrez retranscrire les différentes étapes de ce crossing over à l'écrit. Donc,
On part d'une paire de chromosomes homologues. Vous remarquez que c'est le même exemple que celui que j'avais tout à l'heure, avec mes souris au pelage noir et aux yeux marrons. C'est le contraire. Et aux souris au pelage blanc et aux yeux roses. Donc la paire de chromosomes homologues s'apparie en début de méiose. Il y a dans un premier temps, c'est l'étape numéro 1, une cassure simultanée sur les deux chromosomes au même endroit. Mais immédiatement, il va y avoir un enjambement, une réassociation des chromatides coupées. Vous voyez par exemple ici que une portion du chromosome bleu se retrouve liée au reste du chromosome rouge. Et de la même manière, une portion du chromosome rouge se retrouve liée au reste du chromosome bleu. Il y a donc des nouvelles combinaisons de gènes paternels et de gènes maternels qui se mettent en place lors de cette deuxième étape. C'est vraiment le cœur du crossing over. Lors de la troisième étape, il va y avoir séparation des chromosomes homologues. C'est l'anaphase numéro 1. Chaque chromosome contient un nouveau segment qui provient de l'autre chromosome homologue. Nous avons par exemple ici le fragment bleu sur le chromosome rouge et ici le fragment rouge sur le chromosome bleu. Quatrième et dernière étape, c'est la deuxième phase de la méiose. Il y a séparation des chromatides sœurs et chaque chromatide se retrouve dans une gamète différente. On obtient donc deux chromosomes qui sont semblables aux chromosomes parentaux et on obtient deux chromosomes recombinés. Ce sont des chromosomes à une chromatide. Cela vous permettra donc de répondre aux questions de la fin de cette activité numéro 4. Nous passons désormais à l'activité numéro 5. Dans cette activité numéro 5, nous allons en deux temps nous intéresser à la méiose et à la formation des gamètes, d'abord chez l'homme, puis chez la femme. Chez l'homme, le processus des formations des gamètes s'appelle la spermatogenèse. Il a lieu dans les testicules, et en particulier dans la paroi des tubes séminifères. Donc cette figure vous présente un testicule, et vous avez ici les tubes séminifères qui se prolongent en épididyme et puis en canal déférent. Les tubes séminifères sont de longs tubes très fins qui se replient sur eux-mêmes à de nombreuses reprises. On réalise dans ces deux figures une coupe transversale, c'est-à-dire qu'on a pris un tube séminifère et qu'on l'a coupé en quelque sorte en rondelles. Et on en réalise des observations, ici en microscopie optique et ici en microscopie électronique. On remarque que, à partir de la paroi de ce tube séminifère, on a différents types de cellules différenciées, des cellules de plus en plus différenciées à mesure que l'on va vers la lumière du tube séminifère. Donc par exemple, vous avez ici marqué en marron très foncé des spermatogonies. Je vous invite à reprendre la figure 14. On avait vu que les spermatogonies, c'était le premier stade de différenciation des gamètes mâles. Et puis si on avance, on aura ensuite les spermatocytes 1, les spermatocytes 2, jusqu'à arriver, et vous les voyez ici, aux spermatozoïdes qui occupent la couronne la plus interne du tube séminifère avec leurs flagelles que l'on voit à l'intérieur de la lumière. Ainsi, plus on est proche de la paroi du tube séminifère, moins notre cellule est avancée dans le processus de différenciation. Donc ces éléments vont vous permettre de répondre à la question 56. Dans cette question 56, je vous demande de schématiser le tube séminifère. Vous allez en gros devoir représenter un cercle avec une paroi assez épaisse, et puis ensuite représenter les différents types de cellules en train de se différencier en spermatozoïdes. Donc pour cela, vous reprendrez vraiment la figure 14 avec les différents noms des cellules, les spermatogonies, etc., jusqu'aux spermatozoïdes. Et puis il faudra également compléter ce schéma avec une flèche qui soit part de la paroi du tube séminifère vers la lumière, soit part de la lumière vers la paroi du tube séminifère. Je vous laisse m'indiquer par cette flèche dans quel sens a, à votre avis, lieu la différenciation des gamètes. On passe à la deuxième partie de l'activité 5, qui concerne la différenciation des gamètes, mais chez la femme. On parlera donc cette fois-ci d'ovogenèse. Ce processus a lieu dans l'ovaire. Bon, puisque nous reviendrons sur l'anatomie féminine, l'anatomie de l'appareil reproducteur féminin plus tard dans l'année, je vous ai remis un petit schéma ici. Donc nous avons ici l'appareil génital féminin et si l'on zoome, on a ici l'utérus, les trompes de Fallope et ici les ovaires. Et c'est donc au sein de ces ovaires que va avoir lieu le processus de différenciation des gamètes femelles.
nous avons ici une figure qui représente un zoom sur un ovaire, sachant que chaque femme a 2 ovaires. Le processus est un petit peu différent de chez l'homme, puisqu'il se déroule en plusieurs grandes phases. D'abord, lorsque un bébé fille se développe dans le ventre de sa mère, le début de la formation des gamètes a lieu, mais les gamètes restent bloqués au stade ovocyte 1. Ensuite, pendant longtemps, il ne se passe rien, puisque pendant toute l'enfance, il n'y a pas de processus de formation des gamètes. Le processus reprend à la puberté. À ce moment-là, chaque mois, un ovocyte 1 va entamer sa différenciation pour devenir un ovocyte de plus en plus différencié jusqu'à être évacué pour être fécondé. L'ovocyte se différencie en plusieurs étapes, mais nous allons ici aller uniquement à l'essentiel. On remarque que chaque ovocyte, numéro 1, est entouré de quelques cellules. On parle de cellules folliculaires. Ensuite, le nombre de cellules folliculaires augmente beaucoup. On se retrouve à présent avec un ovocyte entouré de nombreuses couches de cellules folliculaires. On remarque également qu'il y a des cavités, des trous qui se forment dans cette couche de cellules folliculaires. Cette grande cavité, ici, et que l'on observe là aussi, est appelée l'antrome. Lorsqu'on a notre ovocyte entouré des cellules folliculaires avec cette grande cavité, on parle d'un follicule de 2 graphes. Il est presque prêt à être évacué hors de l'ovaire pour potentiellement être fécondé par un spermatozoïde. Lorsqu'il y a ovulation, l'ovocyte est donc évacué hors de l'ovaire et les cellules folliculaires, elles, restent au sein de l'ovaire. Ces cellules folliculaires, vous le voyez, elles changent de couleur, elles changent de forme, elles deviennent ce que l'on appelle le corps jaune, qui a un rôle extrêmement important pour réguler le cycle féminin, et nous reviendrons dessus dans le grand thème numéro 4 de cette année. Une des particularités de la formation des gamètes femelles, c'est que les divisions sont asymétriques. Un ovocyte 1 donne un seul ovocyte 2, et un ovocyte 2 donne un seul ovule. Chez l'homme, un spermatocyte 1 donne 2 spermatocytes 2, et ces 2 spermatocytes 2 vont donner 4 spermatozoïdes. Chez la femme, à chaque division, on perd un petit bout de cellule qu'on va appeler le globule polaire. Et c'est ce que vous voyez sur l'observation en microscopie photonique ici. Donc on a ici la partie ovocyte 2 et ici la partie globule polaire. La partie globule polaire, elle, dégénérera. Elle n'aura pas de rôle dans la suite de la formation des gamètes. J'espère que ces éléments seront suffisants pour vous aider à compléter la fin de cette activité numéro 5. Nous passons maintenant donc au bilan de ce chapitre, bilan que vous devez compléter. Il y a d'abord les cadres blancs dans lesquels vous devez mettre le nom des divisions ou le nom des processus de fusion appropriés. Juste à titre d'exemple, ici, on remarque qu'on prend le testicule d'un homme et ça nous permet de fabriquer des spermatozoïdes. Donc quel est le processus de division cellulaire qui permet de fabriquer des spermatozoïdes dans les testicules? Je vous laisse retrouver, on a vu 2 grands types de division cellulaire, à vous de choisir le bon. Ensuite, il faudra placer les termes haploïdes et diploïdes. Vous voyez qu'on a un certain nombre de traits en pointillés ici, avec marqué N et 2 N. Donc pour cela, vous devrez indiquer s'il s'agit de haploïdes ou de diploïdes. Il y a également d'autres petits pointillés à compléter. Donc je vous laisse réfléchir à cela. Je reste disponible par email pour toute question et toute interrogation. Dans ce bilan, je vous demande également de compléter avec des schémas récapitulatifs de la mitose et de la méiose. Donc normalement, vous aurez indiqué ici des processus de division cellulaire. Donc sur les côtés, dans la place qui vous reste, je vous demanderai de refaire des schémas de mitose et de méiose avec toutes les étapes que vous jugez utiles, les différentes phases de la mitose, les différentes phases de la méiose, avec anaphase, prophase, etc., dans le bon ordre, pour une cellule à 2 paires de chromosomes. Une fois que ce schéma bilan est complété, vous pouvez me le renvoyer par mail, cela fera l'objet d'une note dans votre moyenne du 3e trimestre. Mais d'ici là, bien sûr, je reste à votre disposition et je vous souhaite bon courage.